There's a train that goes to nowhere. Need no ticket for you to ride. Put you in a car they call the sleeper. Un groupe d'une dizaine d'étudiants de l'Institut national de la recherche scientifique et de l'Université Laval à Québec ont organisé une excursion géologique dans le sud-ouest des États-Unis en avril et mai 2017. Ce sont principalement des étudiants de maîtrise et de doctorat en sciences de la Terre, avec quelques étudiants de premier cycle en géologie ou génie géologique. Dans un premier temps, on va visiter plusieurs mines dans la région. Donc ça va être pour voir un petit peu les minéralisations et des choses que moi je n'ai jamais vues sur le terrain. Donc que ce soit des porphyres ou des minéralisations polymétalliques, des épithermaux. Dans le cadre de leur excursion, les étudiants auront aussi l'occasion de visiter plusieurs volcans dans le nord-est de l'Arizona en compagnie de Pierre-Simon Ross du Centre Haute-Terre Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique. Le professeur Ross et son équipe travaillent dans le secteur dans le cadre d'un projet de recherche. Les volcans qui seront visités lors de l'excursion sont considérés comme éteints, mais le plus récent dans la région a fait éruption voilà moins de 1000 ans. Les plus communs de ces volcans sont appelés cônes de scorie. Un tel cône de scorie, nommé Paricutin, est apparu en 1943 dans un champ de maïs au Mexique. Éventuellement, 2 villes furent détruites par des coulées de lave. Dans les régions où l'on trouve des cônes de scorie, on rencontre aussi souvent un autre type de petits volcans, appelés mares. Les mares sont plus explosifs et donc plus dangereux que les cônes de scorie. La partie souterraine du mare est appelée le diatrème. C'est sur les mares diatrèmes que portent les recherches actuelles du professeur Ross en Arizona. Le professeur Ross a prévu de montrer 5 volcans en 24 heures, 3 mares diatrèmes et 2 cônes de scorie. Le premier après-midi sera consacré aux mares diatrèmes. Cet après-midi, nous allons voir 3 volcans de type mare diatrème dans le champ volcanique Opie Buttes. Il y a environ 300 évents dans ce champ volcanique. Nous allons commencer avec un site qui nous montre le haut du volcan, puis avec les 2 autres sites, nous descendrons progressivement plus bas dans la structure volcanique jusqu'à voir le dynque nourricier. Les mares diatrèmes du champ volcanique Opie Buttes se sont formées au Miocène, voilà environ 7 millions d'années. Depuis, l'érosion a exposé différents niveaux structuraux des volcans. L'érosion est minimale au nord et augmente jusqu'à environ 300 mètres dans la partie sud du champ volcanique. Pour l'instant, nous sommes près de cette surface pré-éruptive que l'on peut visualiser par la base de la coulée de lave noire au-dessus des sédiments pâles. Cette coulée de lave fait partie des produits éruptifs du champ volcanique, donc on sait qu'il y a eu très peu d'érosion ici depuis le Miocène. Le mare où nous sommes actuellement est une structure circulaire de 900 mètres de diamètre. À l'intérieur de ce cercle, les dépôts exposés représentent le remplissage post-éruptif du cratère formé de dépôts sédimentaires. Le mare est bordé au sud-est par une butte plate couverte par une coulée de lave. Immédiatement sous cette coulée de lave sont exposés les dépôts de l'anneau pyroclastique du mare que nous allons maintenant visiter. Ces dépôts à l'extérieur du cratère du mare sont formés principalement par des déferlantes et des coulées pyroclastiques, c'est-à-dire des nuages de cendres et de gaz qui voyagent horizontalement depuis la colonne éruptive. Ces déferlantes et coulées avancent rapidement et peuvent se propager à plusieurs kilomètres du cratère. Les déferlantes laissent des dépôts pyroclastiques typiques que l'on peut identifier sur le terrain. Ici, les étudiants examinent une dune créée lors du passage des courants. On peut aussi voir un litage oblique à faible angle, typique des déferlantes. Les lits sont relativement minces. Les dépôts de coulées pyroclastiques sont rares dans les mares, mais en voici un bel exemple. C'est un lit épais, de plus de 2 mètres d'épaisseur, caractérisé par un mauvais tri et une absence de stratification interne. Notez aussi la couleur pâle des dépôts pyroclastiques. Cette couleur est due à l'abondance de matériel sédimentaire provenant de l'excavation du cratère du mare.
Ces explosions ont lieu quand le dike de magma rencontre de l'eau souterraine et interagit de façon explosive avec cette eau externe. Les roches encaissantes, ici des sédiments, sont fragmentées et éjectées avec des fragments du magma. Ces fragments du magma se reconnaissent ici par leur couleur foncée, alors que les fragments des formations sédimentaires sont orangés et blancs. On a fait 20 km vers le sud. On se trouve maintenant devant un diatrème, la partie du volcan située sous le cratère. Le niveau d'érosion est maintenant environ 150 mètres dans le secteur. On sait qu'on est à une plus grande profondeur sous la surface pré-éruptive parce que les roches encaissantes ont changé de couleur. Il s'agit maintenant de grès orangés qui appartiennent à une formation sédimentaire plus ancienne que celle de l'arrêt précédent. Le diatrème expose des dépôts pyroclastiques lités, typiques de la partie supérieure du diatrème. Ces dépôts se sont déposés au fond du cratère pendant l'éruption par un mélange de retombées pyroclastiques et de déferlants. Donc nous sommes maintenant au diatrème Round Butte, qui est légèrement plus profond que Oskitso. Le niveau d'érosion est de l'ordre de 200 mètres dans le secteur. On peut calculer ceci en connaissant les épaisseurs typiques des formations sédimentaires. Nous sommes maintenant en dessous des grès orange de l'arrêt précédent. Round Butte représente la transition entre le diatrème supérieur qui est lité et la partie inférieure qui est non litée. On va aller voir ce qui se passe ici dans le conduit volcanique. La face sud du diatrème expose principalement des dépôts pyroclastiques non lités. Comme au Martéchim, le dépôt pyroclastique contient des fragments juvéniles noirs et des fragments lithiques. Mais ici, les juvéniles sont plus nombreux qu'à Téchim. Les étudiants examinent différentes zones dans le diatrème, avec des contacts subverticaux entre les zones. L'interprétation préliminaire de ces dépôts est qu'ils ont été formés par des explosions dans le diatrème. Dans cette expérience analogique réalisée par le professeur Ross, on voit un mélange de billes de verre rouge et d'air comprimé qui se propage dans des billes de verre blanches. C'est l'équivalent simplifié, à l'échelle du laboratoire, de ce qui doit se passer dans un diatrème profond. La succession d'images est un film passé au ralenti. Donc maintenant, vous voyez, on est à côté du dike ici. Il a une orientation qui semble directement aller vers Round Butte. En dessous du diatrème, il y a le dike nourricier. Peut-être que ce dike-là a nourri le diatrème de Round Butte. En vérité, nous ne sommes pas ici sous le diatrème, mais vous pouvez vous imaginer que ce dike continue en profondeur, en dessous du diatrème. Regardez ici, la largeur du dike, seulement 50 cm. Ce type de dike ne peut supporter qu'un faible taux éruptif, ce qui est typique des volcans de Timmar diatrème. Après une nuit de repos à Holbrook, le groupe se rend dans le champ volcanique San Francisco, en passant par Flagstaff. Ce
Ce matin, nous visiterons 2 cônes de scorie du champ volcanique San Francisco. C'est un champ volcanique actif dont la dernière éruption remonte à moins de 1000 ans. Le premier cône que nous visiterons se nomme Colton Crater. Nous allons grimper au sommet pour voir le cratère. Le cratère de ce volcan est très large, contrairement à celui de SP que nous verrons tantôt. Colton n'est donc pas un cône de scorie typique. La raison de ce cratère anormalement large est que Colton a connu un épisode phréatomagmatique vers la fin de son évolution. Comme on l'a vu hier, le style phréatomagmatique est plus explosif que l'activité normale des cônes de scorie. Le magma a rencontré l'eau souterraine et une ou plusieurs explosions importantes ont eu lieu. Ces explosions ont considérablement élargi le cratère, ce qui permet de voir l'intérieur du cône de scorie. L'activité normale des cônes de scorie est une activité faiblement explosive, où le magma est grossièrement fragmenté à cause de son contenu en gaz qui le fait accélérer près de la surface. On voit ici une fontaine de lave lors de l'éruption en Islande. Ce type d'activité crée des gros fragments de magma qui demeurent chauds dans l'air. En atterrissant près de l'évent, ils peuvent se souder les uns aux autres. C'est ce qu'on appelle le spatter soudé. En plus des bombes de type spatter, on remarque ici des scories. Ce sont des fragments très vésiculaires qui dominent les lits du cône et donnent leur nom à ce type de volcan. On sait que Colton a connu une phase phréatomagmatique grâce au cratère élargi, mais aussi grâce à des dépôts que l'on voit ici sous mes pieds. Remarquez comment ils ressemblent aux dépôts des mares et des diatrèmes que nous avons vus hier. Notez l'abondance de cendres dans le dépôt et la présence de fragments de roches encaissantes. Au centre du cratère, on aperçoit un petit cône de scorie. Ceci signifie qu'après la phase phréatomagmatique, l'activité a repris brièvement un style magmatique plus typique des cônes de scorie. Nous allons maintenant voyager 4 km vers le nord et voir SP Crater, un cône de scorie plus typique. Nous sommes ici à SP Crater, aussi appelé SP Mountain. C'est un cône de scorie de 244 mètres de haut et la base a un diamètre de 1,2 km. Selon les dernières datations disponibles, ce volcan a fait éruption voilà environ 5000 ans. Une coulée de lave a émergé du même évent que le cône de cendres, relativement tôt durant l'éruption. La coulée de lave est noire sur cette image satellite. Elle fait 7 km de long et jusqu'à 4 km de large. Près de l'évent, la coulée fait 15 mètres d'épais et elle atteint 55 mètres d'épais au terminus. Here we see the aspect of the lava near the vent. This lava is basaltic like the flows at Hawaii, but the SP lava was more viscous because of a higher silica content. The basalt in Hawaii has a relatively low viscosity, approximately equivalent to that of peanut butter or honey. This type of basaltic lava is called Paueoi by the Polynesians. Here at SP, the lava has a different aspect. You see how blocky the surface is. This type of lava is called blocky lava and is typical of more intermediate to felsic magmas. Les étudiants escaladent maintenant le cône. Don't wait. I'm going back. I'm going back. Depuis le sommet du cône, on a une excellente vue sur la région. Another mine. I'm going back. I'm going back. On peut aussi apercevoir de petits lézards. Le pourtour du cratère est protégé par une couche de bombes et de spatter. Il ne reste qu'à redescendre, ce qui se fait beaucoup plus rapidement que la montée. Don't turn your head. Walk on. Walk on.
éruption sur 5 volcans en 24 heures. Les étudiants se dirigent maintenant vers Tucson, leur première visite de mine. Et si un jour vous vous trouvez devant un volcan en éruption et qu'une coulée de lave bloque votre chemin, ne faites pas ceci. Sure, we're on fire.